Alors depuis la sortie de mon livre, Les pervers narcissiques, beaucoup de personnes expliquent ce que c'est qu'un pervers narcissique. Alors c'est parfois très intéressant, c'est parfois amusant. Vous avez les personnes qui ont été victimes et qui donc ont appris sur le tas, et effectivement, elles en savent quelque chose du pervers narcissique. Elles vont l'expliquer, mais quand elles disent le pervers narcissique est, elles parlent de leur pervers narcissique. C'est-à-dire que si leur pervers narcissique a été un homme, les pervers narcissiques sont forcément des hommes. Si leur pervers narcissique a été noir, ils sont forcément noirs. S'il a été blanc, ils sont forcément blancs. Vous voyez ? D'autres personnes qui, eux, ont tendance à employer massivement des mécanismes de défense pervers, eux décrivent non pas ce qu'ils ont connu, mais l'inverse d'eux-mêmes. S'ils sont blancs, ils vont décrire un noir. S'ils sont noirs, ils vont décrire un blanc. S'ils sont un homme, ils vont décrire une femme. S'ils sont une femme, ils vont décrire un homme. C'est le principe même du racisme qui, à mon sens, est un mécanisme de défense pervers narcissique, c'est-à-dire tous ceux qui me ressemblent sont des gens bien, et ceux qui sont différents de moi sont potentiellement des personnes mauvaises. Voilà. J'ai rencontré des gens comme ça que je trouvais assez inquiétants. Donc j'ai assez souvent entendu dire les pervers narcissiques ne sont que des hommes, parce que peut-être que les femmes se plaignent plus facilement, je ne sais pas. Je ne veux pas faire mon tour une catégorie. Je me rappelle d'une dame d'ailleurs dont la maman avait été extrêmement toxique, puis qui ensuite avait eu une chef de service qui avait été extrêmement toxique avec elle. Donc il y avait eu un phénomène de répétition. Et elle m'avait demandé très gentiment, est-ce que ça existe aussi chez les hommes, la perversion narcissique? Eh bien, je voudrais vous amener un élément de réponse, en tout cas pour ceux qui disent ça ne peut être que des femmes. Vous allez avoir un témoignage là qui est très poignant, d'un homme qui a été sous le coup d'une femme qui employait massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques. Alors on va écouter le témoignage. Si ce genre de vidéo vous plaît, pensez à mettre un pouce vers le haut pour le signifier, à vous abonner si vous voulez être tenu au courant si vous ne l'avez pas déjà fait, et à activer une petite cloche à côté d'abonnez-vous pour pouvoir être tenu au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. D'autant plus que je suis en train de vous préparer de très très belles vidéos sur des sujets un peu différent pour changer. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir. Jean-Charles Bouchou est avec nous. Je rappelle que vous êtes psychanalyste, un petit peu spécialiste des pervers narcissiques, à force. Votre dernier livre, Les violences invisibles, aux éditions Le Courrier du Livre. On va donner la parole à un homme, justement. Tiens, on vient de dire avant les infos que les hommes aussi pouvaient être victimes. Et je suis ravie que Michel... Oui, bonjour Brigitte et bonjour Jean-Charles. Bonjour Michel. Voilà, donc oui, j'avais envie de témoigner parce que j'ai vécu une expérience avec une pervers narcissique, une expérience qui a duré 7 ans. 7 ans au bout desquels j'ai été accusé moi-même d'être un pervers narcissique, donc je me suis énormément intéressé au sujet, je me suis remis en question, j'ai vu psychologue, médium, hypnose, j'ai fait un tas de choses, j'ai beaucoup étudié le sujet pour me rendre compte finalement que j'étais moi face à une pervers narcissique. Alors j'aime pas utiliser ce terme, en fait dans mes recherches, je parle plusieurs langues, donc j'ai fait beaucoup de recherches sur des psychologues dans différents pays de la planète, en anglais ou en espagnol ou en portugais, et j'ai trouvé beaucoup d'informations très simples à comprendre, très très évidentes, un peu moins faciles avec tous les psychologues français. Mais ça m'a vraiment éclairé. Vous parliez tout à l'heure de l'effet miroir. Donc voilà, j'ai passé 7 ans à être accusé de tous les torts, à devoir me défendre sans arrêt, de voir une personne qui manipule la réalité, quelqu'un qui vit dans sa propre réalité. Il n'y a rien à faire, il n'y a aucun argument à avoir. J'ai passé des années à batailler. C'est très juste ce que vous dites. Il est dans sa réalité et la communication est impossible. Mais moi, il y a une chose... excusez-moi Michel, vous restez avec nous bien sûr. Mais je voudrais poser une question à Jean-Charles Bouchou parce que ce qui me frappe quand même dans tous les témoignages que j'entends depuis des années, c'est que c'est toujours très long. Le temps durant lequel on reste avec quelqu'un qui est pervers narcissique. Là, vous avez 17 ans et pourtant vous semblez quelqu'un d'assez d'assez conscient. Oui, mais on devient fou, on ne sait plus où on en est.
Ça dure toujours aussi longtemps Pas toujours, non. Non. Pas toujours. Mais oui, il y a des personnes chez qui ça dure 30 ans, mais on a entendu hier ou tout à l'heure, je me souviens plus, des 2 dames qui ont témoigné, c'était hier, je crois, elles avaient 17 ans quand elles ont rencontré l'homme de leur vie. Vrai, quoi. c'est vrai, oui. Donc quand on a 17 ans, on n'est pas vraiment mature et ça dure 30 ans avant, à un moment donné, qu'il y ait une réalisation. Il y a cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est qu'encore une fois, on est face à un double discours. Et on n'est pas loin de l'hypnose, hein. Vous savez, je pratique un petit peu l'hypnose, bon, c'est pas ma spécialité, mais quand on veut hypnotiser quelqu'un, on crée de la confusion. On lui dit des phrases un peu paradoxales. On lui dit, à la fois, vous êtes en train de dormir, en même temps, vous êtes éveillé, mais c'est pas un problème, vous pouvez rester endormi. Le cerveau, il démissionne. Le cerveau démissionne. Et régulièrement, on a les propos qu'est-ce que je t'aime, je suis amoureux de toi, etc., etc. On a envie de s'accrocher à ce discours-là. En fait, on s'accroche. C'est comme si vous aviez, mais je suis désolé, je redonne mon exemple encore une fois, affaire au Dr Jekyll et à Mr Hyde. Eh ben, quand ça va mal, vous avez envie de retrouver Jekyll. Vous n'avez pas envie de vous sauver, malheureusement. Michel, je vous redonne la parole. Oui. Allez-y, je vous en prie. Oui, Jean-Charles a très bien expliqué, c'est ce que j'ai vécu également, c'est ce que beaucoup de psychologues appellent le bombardement d'amour. Oui. Moi, j'ai eu des mots d'amour, mais d'une telle puissance que je n'ai jamais eu avec d'autres femmes. En général aussi, on dit que les femmes qui sont dans ce profil-là, elles sont au début sexuellement extraordinaires, très actives. Oui. Vous confirmez, oui. Hein, oui. Oui, jusqu'à ce qu'on arrive à une petite frustration. Ah oui, après vous avez le droit à la frustration. Oui, absolument. Ouais. Ouais. Je suis revenu de loin, là. J'ai énormément travaillé sur moi. Et aujourd'hui, j'ai repris confiance en moi, je revis à nouveau. Ça s'entend. Je revois qui je suis parce qu'on a voulu me faire comprendre que j'étais quelqu'un d'autre, un monstre carrément, hein, qui mériterait de ne pas exister. Et c'était à ce point-là. Ouais. Michel, avec la distance, est-ce que l'on peut dire que c'est une chance ? C'est une chance dans mon cas parce que ça m'a permis de comprendre pourquoi je suis allé vers une personne comme qui a ce problème. Bien sûr. Ça vient de mon enfance, ça vient de mon père, ça vient d'une relation avec mon père. J'ai cherché l'amour de mon père à travers une femme un peu compliquée, comme l'était mon père. En fait. Donc ça m'a permis énormément d'avancer. Donc c'est une chance parce que ça vous a obligé à vous remettre en question, ça vous a obligé à aller de l'avant, à vous remettre dans la vie, j'espère pour vous en tout cas. Voilà, oui. C'est tout à fait ce qui m'arrive. La vie me sourit. Maintenant, j'ai pu faire une constellation familiale. Ça m'a permis aussi de me débarrasser de plein de choses. Et aujourd'hui, tout va bien. Alors, le problème, c'est que je travaille encore avec cette personne qui elle est en arrêt de maladie depuis plusieurs mois. Donc, on a coupé tout contact. On essaye. C'est pas facile parce que on a encore ce lien du travail. Mais bon, on va y arriver. Il faut se méfier d'une chose, c'est que ce sont des personnes qui veulent sans cesse vérifier leur toute-puissance et à un moment donné, elle peut revenir pour vérifier qu'elle serait capable de vous faire retomber dans ses filets. Ça, c'est important de le dire parce que je pense que, étonnamment, certains pervers narcissiques ont quelque chose de rassurant. Lui, il me rabaisse, mais il est toujours là. Il me dit, je vais te quitter, je ne t'aime pas, etc., etc., mais la personne est toujours là. Donc, si vous avez une angoisse d'abandon, il a quelque chose, je dis il, hein, ou il, elle, je sais pas comment on dit, elle peut-être, quelque chose de rassurant. Oui. Là, ce sera pas mon cas parce que comme elle me juge comme un pervers narcissique, du coup, elle coupe tous les contacts. Tant mieux. Et même si à chaque fois j'essaye d'être sympa, de l'aider parce qu'on a quand même son travail, je suis son employeur. Oui, mais pourquoi vous essayez de l'aider, Michel ? Parce qu'elle traverse une période où elle est sa santé est en danger, elle a un cancer au stade 4, donc j'essaye d'apaiser, de la motiver pour qu'elle s'en sorte. Et les retours sont pas sympas, donc je vais arrêter tout. Je crois, sincèrement, Michel, peut-être que je vais paraître terrible aux yeux de ceux qui nous écoutent, mais moi je pense que vous n'avez aucun intérêt à essayer de l'aider. C'est pas votre rôle là. Pour aller dans votre sens, Brigitte, ça marche pas de toute façon. En plus, ça marche pas. Donc ce que vous devez entendre, Michel, c'est que c'est juste pas votre place. Voilà, vous la sauverez pas. Vous n'êtes pas un sauveur. Et ça peut faire partie d'ailleurs de votre problématique. Réfléchissez-y. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes pas dit, on sent que c'est une personnalité infantile. On sent qu'il y a une grande
potentielle souffrance derrière. Et qu'est-ce qu'on aimerait être le chevalier blanc qui arrive sur son cheval et qui va sauver la belle... Non. Ouais. Et puis vous n'y êtes pour rien si elle a un cancer. Je crois qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait un reste de petite culpabilité qui vous sentiriez obligé de la sauver. Faites attention à ça aussi. Non. C'est pas le cas. Elle a essayé, bien sûr, mais c'est pas le cas. Je culpabilise pas, non. Bon, très bien. Ça me rassure. Ma nature, elle est généreuse. Ma nature, elle est. Oui, mais il y a gentille, des tas de gens qui pourront profiter de votre nature généreuse. Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un qui emploie des mécanismes de défense pervers narcissiques, c'est de le quitter. Mais c'est vraiment un cadeau parce que c'est le seul cas où la personne va à un moment donné se remettre en question. Donc c'est pas généreux de rester. Ça n'est pas généreux de rester. Soyez généreux pour vous-même et vous serez involontairement généreux pour le monde qui vous entoure. Faites-vous du bien à vous-même et ça fera du bien au monde qui vous entoure. Je sais pas si vous avez des frères, des sœurs ou des enfants, mais quel est le plus beau cadeau que pourraient me faire moi, mes enfants, que de me dire, papa, je prends soin de moi. Waouh, super. J'en serais tellement heureux, tellement heureux. C'est vrai. Je préférerais ça à entendre, bien papa, je vais venir pour prendre soin de toi. Non, mais c'est bon, gamin, va. Va vivre ta vie. Bah, écoutez, je vais écouter vos conseils, continuer un petit peu. J'étais un petit peu sur cette voie, mais je vais y aller encore plus. Et puis Michel, c'est très bien de vous être instruit sur le sujet, d'avoir lu, etc., etc. Mais peut-être qu'il y a quelque chose encore sur le plan émotionnel à comprendre chez vous qui vous permettra de sortir de ce besoin d'essayer de la sauver. Ouais. Il me semble qu'il y a encore une petite blessure d'enfance là qu'il faut régler. Ouais. Il me semble. Oui, et puis il faut bien comprendre que quand on est avec quelqu'un qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, il projette sa souffrance dans nous, donc on est sans médicament. On est sans médicament et on peut avoir le sentiment, si je me retire, ben oui, mais vous êtes le médicament, c'est comme si vous aviez affaire à quelqu'un qui a mal aux dents et que vous lui donniez un antidouleur, mais ses dents elles vont pourrir. Non, il faut souffrir à un moment donné et parce que je souffre, je vais aller chez le dentiste. C'est pour ça que je dis que c'est un beau cadeau d'arrêter. Et j'aime à dire, vous êtes sans médicament, mais attention, elle est votre symptôme. Donc vous aussi, vous avez quelque chose à comprendre. Et comme vous n'avez pas visiblement tout coupé, alors je comprends bien qu'elle travaille dans votre entreprise, mais comme vous n'avez pas tout coupé, ça veut dire que le symptôme, il est là, endormi, certes, mais il peut se réveiller, donc attention. Ben, en réalité, j'ai tout coupé, mais bon, c'est quelqu'un qui fait face à une situation nouvelle, un cancer à traiter. Donc bon, quand ça a quand même été quelqu'un qui a partagé ma vie, donc j'essaye juste de la motiver, de lui donner de l'énergie, du courage. C'est tout. Je sais pas de la sauver, mais au moins d'être positif. Oui, mais je pense que le lien n'a plus de raison d'être. Bon, après, c'est à vous évidemment Oui, sincèrement, je crois qu'il... D'autant plus le retour n'a pas été très sympa, donc c'est vrai, je dois totalement couper les ponts. Oui. C'est ça. Merci en tout cas de votre témoignage, Michel. Merci beaucoup.